effectivement l'appréhension du risque que représente la dégradation pour les copropriétés, dont on va beaucoup plus parler sur cette dernière table ronde intitulée « Les copropriétés mises à l'épreuve, quelles nouvelles connaissances sur les difficultés en copropriété ?» sur lequel toutes les équipes ont quelque chose à raconter, ce qui voilà, est déjà significatif. Donc, j'appelle à me rejoindre Isabelle Gara, Patrick Dieudonné pour l'équipe Centre-Ville de la Reconstruction, Emmanuel Marx pour l'équipe CoPro, Sonia Dean qui représentera l'équipe sur Écoquartier, Sylvaine Le Guerec qui parlera à la fois côté syndic bénévole et syndic professionnel, et Anne-Claire Davy pour l'équipe syndic. Et enfin, Jonathan Hubin de l'ANA, qui est vraiment un de nos partenaires de travail quotidien presque, qui parlera... non, je pense que tu peux te mettre... ouais, comme ça je reste là. Qui ouvrira le débat. Alors, pour le coup, donc, effectivement, on en a parlé rapidement ce matin, les difficultés des copropriétés, il y a assez vaste, il y a des recherches dessus. Ce qu'on sait, c'est que rien n'est joué. C'est-à-dire que deux copropriétés totalement identiques peuvent avoir deux destins différents en fonction de la manière dont les copropriétaires et le syndic vont réussir à se mobiliser. C'est pour ça qu'on a repris cette notion d'épreuve qu'on a empruntée à Sylvain dans sa recherche sur le neuf, parce que voilà, tout l'enjeu, c'est de savoir si face à une difficulté, on va réussir à surmonter l'épreuve, et en surmontant l'épreuve, basculer vers une copropriété mieux organisée, plus consciente du risque, dans ce que Marie-Pierre Lefebvre avait proposé d'appeler une copropriété autonome, ou si l'épreuve va s'avérer trop grande et va commencer à amorcer un processus qui peut aller vers un processus de dégradation. Dans les éléments aussi importants à redire sur ce qu'on sait, l'attention au fait que les personnes qui sont dans la copropriété sont plutôt une conséquence. Enfin, c'est quand une copropriété qui se paupérise, c'est pas une cause de dégradation, c'est une conséquence. Donc ça fait partie des éléments très importants sur lesquels on ne reviendra pas, mais qui sous-tend tout ce qui va être présenté aujourd'hui. C'est bien que ce qui est important, c'est le système de gestion, la gestion comptable, financière, d'où l'importance du métier de syndic, d'où l'importance des syndics bénévoles, et l'état du bâti. On avait par contre, voilà, s'il y a des choses assez bien consolidées sur comment on rentre dans un processus de dégradation, comment on s'en sort, sur les grandes copros, il y avait très peu de choses sur les petites copros, rien sur les syndics, assez peu de choses sur le bâti, et donc pas mal de choses à dévoiler dans cette table ronde. Je vous propose de commencer par la question du déni de travaux, dont depuis que j'ai lu ce terme dans le rapport de recherche, j'en parle tout le temps. Qui a été proposé par l'équipe Centre-Ville de la Reconstruction, donc en observant des petites copropriétés de Brest et Saint-Nazaire. Alors, le déni de travaux, je vais vous donner un petit exemple. C'est le cas dans l'immeuble pour lequel Sophie est syndic bénévole. Il y a 3 logements. Et donc, l'assurance, l'électricité partie commune, l'immatriculation, le compte séparé, tout ça a été fait. Mais par contre, quand elle me fait visiter sa copropriété, donc on est allé vraiment, on a tout regardé, elle me dit, là les fils électriques sont isolés avec du tissu pour l'électricité de la copropriété. Et elle me dit aussi, ah non mais je change plus l'ampoule parce que j'ai peur quoi. J'ai peur de prendre le jus. L'électricité me fait peur. Mais elle rajoute, on verra plus tard. Bon, donc tout est assuré, mais si l'immeuble prend feu à cause de son électricité, ça ne servira à rien. Enfin, et donc ça, c'est un déni de travaux. C'est-à-dire il y a quelque chose d'urgent à faire, mais il y a un « on verra plus tard ». C'est même pas « j'ai pris rendez-vous, j'ai appelé des artisans ». Enfin non, c'est « on verra plus tard ». On verra un jour. C'est la même personne qui avait son compteur individuel dans l'appartement. Parce que le compteur, ça coûtait trop cher en fait d'en mettre partout, et c'est quand même des toutes petites copros, donc ça devient vite des frais importants.
Et de ce fait-là, on recule. Mais on le voit aussi dans d'autres copropriétés, pas forcément ce que j'ai enquêté, mais vous voulez installer, je ne sais pas, un ascenseur, tout le monde ne veut pas payer. Alors ça, c'est pas quelque chose d'important, mais un surpresseur parce que les chauffages ne tournent plus parce qu'il n'y a pas assez de pression, ben, pour autant, ça peut être repoussé. Il y a des fissures, on va repousser aussi. Enfin, il y a beaucoup de travaux qui peuvent être repoussés comme ça dans des petites ou plus grandes copropriétés. Le déni de travaux, c'est ça. Ça devrait être fait, ça devrait être une urgence, et c'est repoussé, et des fois, c'est repoussé un peu ad vitam, quoi. Et que ce soit des copros en syndic bénévole ou en syndic professionnel. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Je conseille, si vous ne l'avez pas vu, de regarder ce documentaire d'Arte, Appartements proches de Paris, charme atypique, dans lesquels on voit très bien le process de dégradation de gens qui ne font rien, de génération en génération, et puis on se retrouve avec quelque chose de très très dégradé. Donc là, c'est pas dans cet état-là, mais c'est une illustration, je trouve, de cette urgence qu'il faudrait qu'il y ait et qu'il n'y a pas en fait. Je ne sais pas si j'en dis beaucoup plus de choses. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai que pour l'ANA ou pour les collectivités, souvent on juge que l'immatriculation dans le registre et le versement des différents fichiers sont une très grande avancée et le gage d'une bonne gestion. Mais ce n'est pas complètement sûr parce que d'abord, les copropriétés antérieures qui n'étaient pas déclarées, etc., il y en a un certain nombre qui fonctionnaient quand même. En tout cas, sur la petite gestion quotidienne, ça fonctionnait. Par contre, dès qu'on est sur les travaux un peu plus conséquents, je ne sais pas si c'est ce que vous appelez des projets, mais ce n'est pas forcément des projets, quoi. C'est de l'entretien, mais sauf qu'à un moment donné, l'entretien devient lourd parce qu'au bout de 20 ans, il y a des choses importantes à changer. Eh bien, les copros ne s'y confrontent pas, ou le plus tard possible, ou reculent. Et là-dedans, on voit aussi les copropriétaires, quand ils ont acheté, et avant même de devenir syndic bénévole, ils disent « Oui, j'ai regardé, ça avait l'air bien, il n'y avait pas de travaux engagés. » Et le fait qu'il n'y ait pas de travaux engagés, c'est quelque chose de majeur pour acheter. Sauf que quand il n'y a pas de travaux engagés, ce n'est pas un bon signe en général. Enfin, il faut qu'il y ait des travaux régulièrement engagés, y compris des travaux lourds. Et on voit bien que dès que les travaux ne sont pas... Les gens vont demander est-ce qu'il y a eu un ravalement, mais ils ne vont pas demander de quand date la toiture, et les réseaux d'assainissement, ils datent de quelle époque, etc. Et c'est ça aussi le déni de travaux, c'est qu'à un moment donné, des réseaux, ça se refait, et ça ne se refait pas la petite semaine, quoi. Et donc, ça demande un engagement financier lourd à prévoir qui n'est pas toujours... qui n'est pas toujours fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi un déni de la copropriété. Monsieur l'a dit tout à l'heure, les gens, ce qu'ils considèrent, c'est leur logement. Et ce n'est pas la copropriété. Donc, on ne regarde pas l'état de l'immeuble, quoi. C'est le logement qui est choisi, c'est pas l'immeuble, quoi. Là où on a beaucoup travaillé aussi dans ce programme, c'est sur les copropriétés neuves. Alors, c'est le petit temps de découragement de la session, où on peut dire que il y a des vraies questions qui se posent, à la fois en termes de conception et à la fois en termes de vécu par les habitants. Oui, effectivement. C'est un peu la question des promesses non tenues et du désenchantement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans ce magnifique ouvrage de référence dont tu faisais mention de Sylviane et de Manon. Pensez à Manon. C'est vrai que sur toutes les opérations qui ont été suivies dans le cadre de la recherche, il y en a 90%, enfin 9 sur... elle était 4 sur 5 qui présentaient des graves... complications ou des complications assez délicates sur les réserves, sur la levée des réserves. Donc ça a causé quasi systématiquement une situation assez insécurisante pour les copropriétaires et aussi pour les locataires quand il y avait un bailleur. Après, moi, je peux parler de ma position plutôt d'accompagnateur. C'est que notre vocation est plutôt de chercher à favoriser l'agir collectif. Et on a un vrai questionnement, une tension pratique dans cet accompagnement, c'est de trouver comment on trouve le bon moment pour parler de ce qu'il y a en commun, des espaces partagés, c'est la Libye comme ce qui était dit, mais de se projeter sur quelque chose de positif,
Et les espaces communs peuvent être un espace de projection positive, sauf que dans une phase de levée de réserve qui est particulièrement insécurisante, où chacun a des tensions bien individuelles, des problématiques individuelles, il faut qu'on puisse, nous, écouter d'abord les besoins et montrer que les personnes sont entendues et qu'on puisse les aider dans ce parcours-là, dans ces épreuves-là, pour qu'on gagne leur confiance, qu'on construise la confiance avec eux et qu'on puisse après et de trouver le bon moment pour se projeter dans quelque chose de positif tout en tenant compte de toute cette phase assez dure à assumer de cette, on va dire, première année de levée de réserve. Parfois, ça s'allonge en plus. C'est assez délicat. Une petite illustration, on m'a dit de mentionner, c'est le frigo. C'est-à-dire que dans nos animations, dans les facilitations qu'on fait, il y a toujours un espace où on peut recueillir un sujet hors sujet. Ce qui fait que si notre objectif, c'est de parler des espaces partagés ou de parler du fonctionnement, de la gestion de la copropriété, etc., tous les autres sujets relatifs aux problématiques du quotidien peuvent être mentionnés et consignés quelque part. Et à la fin, on essaye de savoir comment s'y prendre avec ces hors-sujets. Voilà. Tant qu'il y a des choses hors sujet qui ne sont pas pris en considération, pas écoutées, en fait, c'est difficile d'avoir de construire un projet commun. Deux dernières choses. Ce qu'on voit, c'est quand même quand il y a une homogénéité socio-économique, voilà, de catégories socio-professionnelles, et quand il y a de l'interconnaissance, ça a vraiment un effet fédérateur et mobilisateur sur l'agir collectif dans cette adversité de la levée des réserves. Quand il n'y a pas cette homogénéité socio-économique ou quand il n'y a pas une phase d'interconnaissance en amont, là, c'est plutôt, ça accélère le processus de fragilisation dès le début. Et la présence ou non d'espaces partagés ne peut compenser la fragilité structurelle du montage initial de la copropriété. Au contraire, en général, il peut plutôt accélérer l'expression de ces difficultés et donc la perception aussi de ces écueils. Au final, nous, ce qu'on a comme face à cette situation de désenchantement, c'est on a revu finalement la raison d'être de notre accompagnement à travers l'objectif finalement, surtout dans cette phase-là, d'apporter de la clarté sur où se situe quoi comme sujet et dans quelle relation. C'est parce qu'il y a un ensemble de choses entre qu'est-ce qui relève de la relation copropriétaire à copropriétaire, qu'est-ce qui relève de la relation copropriétaire au promoteur ou copropriétaire au syndic ou syndic au promoteur. C'est un magma et donc finalement ce qu'on cherche à faire, c'est rien de poser de la clarté dans ce moment-là. Et c'est presque voilà, une recomposition de la raison d'être de notre accompagnement durant la première année où il y a cette effusion de complexité d'écueils auxquels sont confrontés les copropriétaires. Et d'autant que dans plusieurs des cas que vous avez observés, les espaces partagés livrés ne sont pas exactement les espaces partagés qui avaient été vendus de mémoire. Il y a des chambres d'amis qui ont disparu, par exemple. Oui, il y a souvent des petites choses qui ont disparu en cours de route. Alors, comme il n'y a pas une attention, généralement, c'est un ou deux copropriétaires qui s'en rappellent. La plupart ont oublié parce qu'ils étaient plutôt tournés sur leur logement, mais il y a toujours effectivement des modifications, enfin souvent des modifications liées aux espaces partagés. Oui, donc il y a toujours ce côté un petit peu, tiens, on nous a menti un peu sur la qualité ou sur ce qui nous est dû. Ouais. Oui, et pour poursuivre sur cette question des copropriétés neuves dans le cadre des quartiers durables nantais que j'ai étudiés, un des aspects que j'ai pu observer sur le terrain et qui vient alimenter aussi cette discussion sur l'épreuve des copropriétés, je ne sais pas s'il y a une diapositive, si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Bénédicte, la diapositive. Oui, merci. Non, celle d'après, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être semi-visible, mais ce que j'ai pu regarder donc, sur le terrain nantais, c'est l'articulation aussi entre ces échelles de gestion
au niveau de la copropriété, de l'îlot, voire du quartier, puisque un certain nombre d'objectifs dits durables, notamment en termes de mutualisation, vont avoir des effets au-delà de la copropriété. Enfin, je m'explique, c'est que par exemple, les aménageurs vont inciter à mutualiser des infrastructures techniques, par exemple des panneaux photovoltaïques ou des parkings, et ces mutualisations doivent être réalisées à des échelles qui vont dépasser l'échelle de la copropriété. On a aussi cette question des espaces partagés qui est toujours présente. Et donc, face à tous ces dispositifs techniques, spatiaux qui sont mis en place, se pose la question de leur gestion. Et ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est que dans plusieurs cas, donc pas de manière systématique, mais dans plusieurs cas nantais observés, étaient créées donc ces fameuses associations syndicales libres, ASL, à différentes échelles. Au-delà donc de la copropriété, parfois à l'échelle de ce qui était appelé le bloc, donc un regroupement de plusieurs lots immobiliers, parfois aussi à l'échelle du quartier pour gérer certaines infrastructures, notamment de production d'énergie. Donc là, l'exemple que vous avez au-dessus, donc c'est les photos, ça concernait une autre copropriété, mais le plan, c'est donc l'exemple d'un des secteurs qui s'appelle le secteur République sur l'île de Nantes, où on a donc plusieurs organisations juridiques qui vont se superposer. Donc on a d'abord l'échelle de la copropriété en rouge. En plus, donc, dans ce secteur spécifique, les équipes de maîtrise d'œuvre, notamment donc les urbanistes, avaient une attention particulière à cette question de l'échelle, en justement préconisant dans les cahiers des charges architecturaux pour les équipes de maîtrise d'œuvre, en préconisant plutôt des petites tailles de copropriété, justement en ayant en tête le fait que pour qu'il y ait une meilleure aussi évolution du tissu urbain et une meilleure gestion, avoir plutôt des petites tailles de copropriété. Donc on a, il me semble, une limite à environ 40 logements en ce qui concerne la taille des copropriétés. Au-dessus de cette échelle de copropriété se sont superposées des ASL dites de l'eau. Donc là, c'est le périmètre que vous pouvez voir en rouge autour, qui se superpose à l'échelon de la copropriété. ASL de l'eau qui, donc, dans ce cas-là, ont été créés notamment pour mutualiser tout ce qui va relever des cours communes, des parkings et des locaux vélos. Donc ça, c'est l'aménageur qui a demandé aux promoteurs de mutualiser ces infrastructures à cette échelle-là. C'est ensuite superposer les ASL de blocs. Donc ici, c'est les périmètres avec les petits pointillés sur la carte. Donc ça, l'ASL de bloc, elle résulte, alors pas... Enfin, je ne reviendrai pas dans le détail, et c'est des choses qui seront notamment précisées dans le rapport que j'ai rédigé, mais ça ne veut pas dire que l'aménageur souhaitait cette superposition de strates initialement. Il y a certaines strates qui résultent aussi de négociations entre ce qui va relever de la gestion publique et ce qui relève de la gestion privée, puisque notamment l'ASL de bloc, donc qui va être au-dessus de l'ASL de l'eau et des copropriétés, résulte du fait qu'il y a des venelles qui donc séparent les blocs et dont la collectivité ne voulait pas que la collectivité ne voulait pas avoir à gérer. Donc on se retrouve avec cette gestion portée par le privé à cette échelle-là. Et enfin, dernière strate, l'ASL de quartier, donc ici le périmètre en noir, qui, encore une fois, ne résulte pas initialement de la volonté de l'aménageur, mais qui résulte de la nécessité de mettre en place un système de production d'énergie photovoltaïque à cette échelle-là. Et l'opérateur privé qui va gérer ces panneaux solaires a demandé d'avoir une structure à cette échelle-là, aussi dans des enjeux de rentabilité. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, cette complexification des strates, elle résulte aussi des enjeux de qui gère quoi entre privé, public, donc opérateur gestionnaire, aussi opérateur gestionnaire d'énergie. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est des montages et des modèles juridiques qui sont mis en place
de manière relativement expérimentale. Donc là, ce qui a été fait dans ce quartier a ensuite été réajusté dans d'autres secteurs ensuite du projet d'aménagement, puisque l'aménageur a aussi pu constater la complexité de ce qui était créé là. Donc il ne s'agit pas de se dire que c'était nécessairement une volonté d'avoir cette superposition de strates, mais ça pose effectivement l'articulation entre ce qui est décidé au moment de la production, de la conception, et ce qui va ensuite être repris en main par la gestion. Oui, et ce qu'on sait aussi du point de vue des recherches, c'est que le fait que ce soit très complexe ne signifie pas nécessairement qu'il y aura dégradation, mais par contre, s'il y a des difficultés, s'il y a une partie des ASL qui dysfonctionne, ça crée, on pense que ça crée une vulnérabilité supplémentaire, donc ce qui peut interroger à l'aune de la notion de durabilité. Oui, tout à fait. Enfin, les exemples de très grandes copropriétés je ne sais plus, qu'on avait évoqués ce matin, comme par exemple Parly 2 ou Grigny 2, c'était les mêmes modalités de conception, ASL, etc. Et il n'y a pas forcément la même trajectoire. Donc effectivement, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est des quartiers qui vont nécessairement connaître le même type de trajectoire, mais effectivement, ça interroge au regard de ce qu'on a dit aussi sur la prévention de la dégradation et un certain nombre de collectivités qui inscrivent dans justement tous ces enjeux de formation, pédagogie aux nouvelles copropriétés, qui inscrivent la notion de simplicité de la gestion. Mais cette complexité de la gestion, elle résulte aussi des négociations entre public, privé, ce qui est pris en charge. Donc, à un moment, du point de vue aussi de la collectivité, il y a un certain nombre de choses qui résultent aussi de la non-gestion publique de certains espaces ou infrastructures. On prépare entre donc, ces deux recherches sur les coproneuves de beaux débats avec les aménageurs. On les dévoile donc ici sur un cercle dédié aux copropriétés où je vois que la salle réagit beaucoup. Mais nous, notre engagement qu'on prend, c'est de présenter ensuite ces résultats aux aménageurs. Moi, je viens de les présenter en interne au ministère. On a eu une belle conversation, on va dire. Au-delà du neuf, un des apports importants de ce programme sur les épreuves, ça a été de s'intéresser aux personnes. Comme on sait que ce qui compte dans la façon de dépasser les épreuves, c'est la gouvernance, c'est la capacité du syndic, de l'Assemblée générale à dépasser, ça nous semblait intéressant de faire un point sur les épreuves que rencontrent les personnes, les syndics bénévoles, quand elles s'impliquent au quotidien. Donc je vais présenter les résultats sur cette question-là, sur les deux recherches auxquelles je participe, sur les syndics professionnels et les syndics bénévoles. Alors j'allais dire que pour les syndics professionnels, les épreuves sont plus liées aux difficultés inhérentes au métier qu'aux cas pratiques de copropriété qu'ils peuvent rencontrer. Mais là, l'exemple qu'on vient de voir vient de m'encourager à édulcorer un peu mon propos, parce qu'en effet, je pense que ce genre de configuration est une épreuve pour les syndics professionnels. Oui. Alors, néanmoins, donc ce que nous ont dit les syndics qu'on a interrogés en Île-de-France, donc les gestionnaires et les gérants d'entreprises de syndics. Donc, en termes d'épreuves, c'est donc plus sur les difficultés structurelles du métier qu'ils ont voulu témoigner que sur des cas particuliers de copropriété, même s'il y a des cas de conflit qui peuvent quand même générer des épreuves. Mais donc, ce qui est souvent mentionné, c'est ce qu'on peut... ce qu'on a aussi facilement à l'idée quand on pense au métier de syndic, qu'on associe souvent à un métier pénible, dans le sens notamment des horaires de travail qu'on connaît bien, avec des assemblées générales en soirée, une disponibilité aussi exigée en termes de réactivité. Et puis un métier qui est lié à la relation humaine, donc qui à la fois crée une difficulté dans le métier, et notamment dans le cas de conflits, notamment en copropriété. J'ai l'habitude de dire que l'image qu'on a d'une assemblée générale de copropriété, c'est un peu l'inverse de l'image idyllique qu'on peut avoir du village, quand on dit
quand on fait l'expérience d'une assemblée générale de copropriété, on voit à quel point les relations humaines en copropriété peuvent aussi générer du conflit, des incompréhensions, et notamment parce que c'est lié aussi à ce qu'on a de plus cher dans les deux sens, au sens propre comme on figurait, c'est-à-dire à la fois là où on habite, là où notre logement qui est notre marqueur social, mais là aussi où on peut avoir investi tout notre patrimoine, tout notre héritage et aussi toutes nos économies. Donc ça, c'est évidemment un des aspects sur lesquels se sont beaucoup étendus les syndics qu'on a été interrogés, sachant qu'ils ont beaucoup mentionné des difficultés croissantes à ce niveau liées à la crise sanitaire. Dont ils ne savent pas vraiment expliquer le pourquoi. Ils observent un regain d'agressivité et d'attente lié à la crise sanitaire, alors peut-être avec l'augmentation des prix, les retards des travaux, peut-être aussi le développement du télétravail qui fait qu'on a plus d'attentes vis-à-vis de ce qui peut se passer dans notre immeuble de logement. Mais aussi les crises, la crise du gaz, du prix du gaz qui a suivi et pour lequel les syndics se sont retrouvés en première ligne et un peu isolés face à cette augmentation qui n'était pas prévue et qui s'est conjuguée avec une libéralisation des prix du gaz dans le même temps que les prix augmentaient terriblement en raison du conflit ukrainien. Donc ça, c'est une première dimension, donc ça, c'est assez attendu. Ensuite, aussi une autre dimension des difficultés du métier, c'est la pluridisciplinarité, puisqu'en fait, être syndic, ça exige de conjuguer des savoirs experts, donc de haut niveau dans de nombreux domaines, la comptabilité, le droit, bien évidemment, mais aussi toutes les dimensions techniques du bâti. Et puis, mais c'est aussi, ça aussi bien sur la dimension humaine du métier que la pluridisciplinarité, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du métier et qui aussi construit des vocations. Parce que c'est aussi un métier dont on nous a bien dit qu'on pouvait l'exercer tout à fait par passion. Et cette recherche de la complexité, de résoudre des problèmes et cette aussi dimension émotionnelle et affective du métier qu'on peut tisser par les relations humaines, c'est aussi quelque chose qui fidélise les gestionnaires professionnels. Alors, des dimensions peut-être moins évidentes dans les difficultés, ça a été une des plus citées, ça a été le droit. Et la réglementation en constante évolution, en constante production, qui, on le voit aussi à travers l'exemple de Nantes et des ASL, en fait, qui confère de plus en plus aussi de responsabilités aux syndics au fur et à mesure que les politiques publiques se dessaisissent quelque part de leur mission. Et en fait, ce qu'il apparaît donc, dans les témoignages de nos interviewés, c'est vraiment que on a l'impression que les gestionnaires sont plus au service du droit que le droit n'est à leur service. C'est-à-dire qu'ils le voient moins comme une protection que comme une contrainte et une difficulté. Donc c'est là où on peut voir en effet donc, que du terrain, le droit de la copropriété pour les gestionnaires apparaît produit en extériorité par rapport à eux. Ils ne s'approprient pas tant que ça la production du droit. On a toujours l'impression que c'est quelque chose qui s'impose à eux, même si dans nos interviewés, la plupart avaient une formation initiale en droit. Alors, de manière plus profonde et peut-être moins visible, plus dans ce qui relève de la boîte noire que peut éclairer la sociologie, la principale difficulté qui ressort, c'est une fragilisation de leur posture, qui rend aussi difficile ces relations humaines avec les copropriétaires, liées à la mauvaise image sociale de la profession, et notamment de ce glissement entre la figure historique du mandataire, du représentant légal, lié à la figure historique de l'administrateur du bien, et ce glissement vers un prestataire, donc une dimension davantage commerciale du métier, donc on l'avait déjà montré dans notre tome 1, qui est issu de différents facteurs, mais qui du coup fragilise justement la confiance qu'il peut y avoir envers eux et envers leurs décisions,
et leurs prescriptions qui ne sont pas toujours le reflet de ce que voudraient les copropriétaires, puisqu'ils ont un rôle de sachant. Et justement, en étant mandataires, ils n'ont pas un rôle seulement d'exécutant, ils ont un rôle de conseil. Et donc, c'est quelque chose qui peut être de plus en plus difficile à exercer, du fait notamment de la fragilisation de l'ensemble de la profession. D'après ce qu'ils disent, d'une logique commerciale qui est de plus en plus diffusée par notamment les groupes. Donc la NGC a publié par exemple des posts sur LinkedIn en ce sens, qui révèlent par exemple des pratiques de certains groupes, y compris inscrits dans les contrats de travail des gestionnaires, qui les contraint à des objectifs de vente de produits dérivés du groupe, donc assurance, diagnostic, etc., plus qu'à gérer la copropriété dans l'intérêt des copropriétaires. Donc c'est quelque chose que ressentent les gestionnaires au quotidien et qui fragilise le métier, qui fragilise ce métier qui pourtant a du sens, qui pourtant est aussi attractif. Alors pour autant, on ne peut pas non plus diaboliser totalement les groupes, qui ont aussi, on le voit à travers les trajectoires de nos interviewés, qui ont aussi apporté des éléments de professionnalisation importants du métier, notamment à travers la formation ou aussi à travers des trajectoires professionnelles qui ont permis à certains gestionnaires de monter rapidement en compétences et en échelons, là où dans les indépendants, les processus étaient moins formalisés. Néanmoins, une expérience dans les groupes peut être aussi en soi une épreuve. Alors, on ne l'a pas trop montré dans notre rapport, mais il y a aussi des expériences, parce qu'on n'a pas pu interviewer des gestionnaires issus de tous les groupes. Et il y a aussi des gestionnaires qui abandonnent ce métier du fait d'une mauvaise expérience, notamment dans des groupes. Et puis, ça explique aussi ce turnover qui fragilise aussi la profession et sa crédibilité. Et puis une autre difficulté plus globale cette fois-ci, c'est vraiment le sentiment d'isolement. Tous ne se sentent pas soutenus par l'ensemble du groupe professionnel ou ne se reconnaissent pas forcément, du fait notamment qu'ils n'ont pas forcément suivi une formation adaptée au métier. Il y a beaucoup de trajectoires de reconversion notamment, et qu'ils ne participent pas forcément aux syndicats, puisque les syndicats représentent notamment les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises qui exercent l'activité de syndic, mais pas forcément les gestionnaires. Donc, par exemple, les gestionnaires que nous avons interviewés dans les groupes sont très éloignés des activités des syndicats professionnels. Donc, pour poursuivre du côté des syndics bénévoles, en fait, ce sont des difficultés assez similaires, même s'il y a une grande diversité au niveau des syndics bénévoles. Comme je l'ai dit, c'est une population qui compte entre 50 000 et 90 000 personnes. Donc évidemment, il y a une diversité de profils et une diversité de façons d'investir cette fonction. Mais déjà, la fonction de syndic bénévole en soi, comme elle est plus ou moins un choix, ça peut déjà être une épreuve. Et ou aussi, ça peut déjà être le résultat d'une épreuve, sachant qu'il y a des passages en syndic bénévole, pour une bonne part, qui sont stimulés par une mauvaise expérience avec un syndic professionnel. Et donc comme j'ai dit, pour autant, un syndic bénévole, selon le profil de la copropriété, mais aussi selon la façon dont est vécu le rôle, ça va vraiment du simple partage d'une facture à des projets de rénovation énergétique, en passant par la gestion de copropriété de plusieurs centaines de lots, donc c'est très différent. Néanmoins, on retrouve des difficultés similaires au syndic professionnel, dans le sens où il y a la même pluridisciplinarité exigée, la même exigence de maîtriser des savoirs experts, alors que là, en plus, ce sont des profanes. Donc, comme on l'a vu ce matin, ils s'en tirent en général en pouvant asseoir un champ de compétences, donc soit la comptabilité, soit la technique, soit le droit, dans leur parcours professionnel. Néanmoins, comme le disaient les structures d'accompagnement, le syndic non professionnel idéal, c'est vraiment l'oiseau rare qui doit conjuguer donc non seulement ses compétences pointues, mais aussi des compétences humaines, et puis une grande disponibilité, puisqu'en fait,
Là aussi, ils sont confrontés aux mêmes difficultés relationnelles, que ce soit avec les copropriétaires, mais aussi avec les prestataires de la copropriété, avec lesquels ça peut être plus compliqué quand on est non professionnel, y compris par exemple avec une banque qui peut refuser de vous ouvrir un compte parce que vous n'êtes pas un interlocuteur légitime à ses yeux. Je dépasse pas trop le... Et puis, en termes de difficultés relationnelles, ce qui est plus compliqué encore pour les syndics bénévoles, c'est qu'il n'y a pas cette frontière entre vie personnelle et vie professionnelle, puisqu'ils investissent cette fonction au sein même de leur habitat, même si certains peuvent être des propriétaires bailleurs. Et donc, c'est souvent décrit sous le terme de charge mentale, de disponibilité qui peut être à tout moment, en cas de panne, en cas de fuite notamment, en cas d'état daté aussi. Il faut fournir des données dans un temps limité. Mais par contre, ce qui est valorisé, c'est vraiment la relation d'hyperproximité, qui là est à la fois, peut être aussi quand même une ressource, hyperproximité avec les autres copropriétaires, mais qui peut être aussi une difficulté. Là, on retrouve quelque chose qu'on trouve chez les syndics professionnels, c'est la confusion avec la fonction de gardien, qui en fait est un impensé dans les copropriétés actuelles, puisque le gardien, c'était vraiment une figure centrale dans le fonctionnement des immeubles en monopropriété possédés par des propriétaires rentiers, mais qui a disparu, qui tend à disparaître aujourd'hui et qui n'est pas prévu dans les petites copropriétés. Et donc, dont souffrent aussi les syndics bénévoles, d'autant que, comme les gardiens, ils ont cet atout de l'hyperproximité. Donc, et aussi, on retrouve le même sentiment d'isolement, de solitude. C'est quand même difficile, même en syndic coopératif, de rassembler un conseil syndical autour d'eux. Et puis, le plus gros risque, là aussi, on retrouve quelque chose de similaire avec les syndics professionnels, c'est le risque juridique. En fait, là, vraiment, le droit est vraiment vu comme une contrainte et pas comme une aide. Et en fait, ce qui les traumatise, c'est vraiment quand ils ont l'expérience, la vraie expérience du droit, c'est-à-dire la vraie expérience de l'expérience judiciaire avec un conflit qui se judiciarise. Et où là, c'est vraiment ce genre d'expérience qui leur fait perdre le sommeil, qui peut conduire à des cas de burn-out, d'épuisement, voilà, qui du coup peut leur faire abandonner la fonction syndic. Et on voit vraiment que du coup, le syndic non professionnel, c'est vraiment une situation de fil tendu, de risque de bascule permanente, une situation assez fragile où voilà, l'informel prédomine jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de risque majeur. Quand on pense aux épreuves des personnes, on pense aussi en copropriété forcément au conflit. Donc l'équipe Mes Mieux Vieux Voisins, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, a beaucoup travaillé, elle, sur cette question de conflit, en s'intéressant d'abord au conflit entre anciens et nouveaux, partant du constat qu'il y avait pas mal de recherches et de constats de terrain sur ces conflits et sur toutes les difficultés qu'elles engendraient dans la gestion de la copropriété. Et c'est un assez bon exemple de comment la science sociale peut totalement déconstruire un problème. Parce qu'en fait, ce qu'elle montre, c'est que derrière des conflits qui ont l'air simples, il y a les anciens vieux contre les jeunes nouveaux, les conservateurs contre les écologistes. En fait, il y a énormément de raccourcis qui sont faits. Déjà, on peut être ancien et jeune, nouveau et vieux. Si on achète à 65 ans, qu'on arrive en copropriété, on est nouveau mais vieux. Ensuite, quand elles ont regardé les conflits qui se passaient donc dans 3 copropriétés horizontales à Toulouse et à Bruxelles, elles ont constaté qu'en fait, on ne retrouvait jamais une opposition binaire, qu'il y avait au contraire des alliances intergénérationnelles, et que en fait, derrière les conflits, il se jouait 2 choses. La première, ça pouvait être des questions de domination, et notamment des questions de racisme, et où en fait les conflits ou les récriminations anciens-nouveaux étaient une façon de ne pas dire qu'on n'était pas content
d'avoir des voisins qu'on assimilait, donc là en l'occurrence à des personnes arabes et musulmanes, bien que de nationalité française. Et donc derrière un discours autour des difficultés liées au nouveau se cachait en fait un phénomène de racisme. Et l'enquête permet aussi de reconstruire tout le travail que doivent faire ces nouveaux copropriétaires qui se retrouvent face à du racisme et tout le blocage que ça représente pour eux dans l'investissement et dans le voisinage et dans la gestion. Et donc avec des vraies conséquences aussi de personnes qui auraient des ressources à mettre à disposition de la copropriété, mais qui ne peuvent pas du fait de ce rejet. Et le deuxième élément qu'elle propose, c'est de montrer comment derrière des conflits peuvent se jouer des questions de système de valeurs. En disant, en fait, on a différentes façons de voir ce que c'est que bien gérer sa copropriété. Elles en présentent 4. Un autour de la valeur managériale, où on valorise la performance, la fiabilité, l'expertise. Un autre autour du système conservateur, où on valorise ce qui est connu, la tradition, la hiérarchie, le patrimoine, la sécurité, la fidélité. Un autre système de valeurs plutôt autour du civisme et de l'écologie, où ce qu'on va valoriser, c'est la collectivité en sens large, nature compris, l'entraide, la solidarité, la démocratie, l'attention au climat. Et enfin, un 4e système de valeurs, celui de la débrouille, où la valeur principale, c'est celle du bricolage, de faire soi-même, de s'entraider, de se prêter du matériel, l'éphémère, la communauté, la ruse devant l'ordre établi, l'autonomie, en dévalorisant à l'inverse la dépense, le formalisme et les formes institutionnelles. Et donc, en fait, quand elles regardent les conflits, elles se rendent compte que souvent, ce qui se joue derrière des conflits qui peuvent être assez anodins, il y a des locataires qui installent un bac à aromates dans un jardin qui se trouve être une partie commune, qui se font aider pour cela d'une copropriétaire ancienne qui est présente dans le conseil syndical, parce que tous sont animés par les mêmes valeurs autour donc du civisme et de l'écologie. Et le reste du conseil syndical, qui lui est plutôt dans un système de valeurs conservateur, lui considère que là c'est un changement, on contrevient aux règles de la copropriété et exige le démantèlement de ce bac à aromates. Et tout le point de cette recherche, c'est de montrer qu'en fait il y a assez peu de lieux dans les copropriétés ordinaires de confrontation des valeurs et d'élaboration d'un projet commun. Et la perspective qu'elle propose, elle est double. Déjà, de toujours déconstruire les catégories et les représentations essentialisantes, essayer de voir ce qui se cache derrière des termes simplificateurs, derrière des associations. Les jeunes seraient écolos. Non, c'est pas vrai. Certains jeunes peuvent être écologistes, d'autres peuvent être conservateurs, d'autres, ça va varier. Et par ailleurs, de vraiment réfléchir du côté notamment de la maîtrise d'usage des opérateurs, etc., aux lieux, aux moments, aux occasions de construire du projet commun et donc de trouver comment, avec les différentes visions qu'on a de ce que c'est que de bien gérer de la copropriété, de trouver à un moment un compromis qui va permettre de cristalliser une identité sociale à la copropriété. Donc ce qui fait le lien aussi avec, on n'a pas eu le temps d'en parler tellement, mais il y a eu tout un travail du côté de Coopro sur l'habitat participatif. Ça rejoint tous les travaux de Marie-Pierre Lefeuvre sur la copropriété autonome. Donc toute cette réflexion de, effectivement, comment est-ce qu'on fait du projet commun pour dépasser les épreuves, mais aussi pour dépasser les petits conflits quotidiens qui, comme disait Sylvaine, font de l'Assemblée générale l'exemple de ce qu'on ne veut jamais avoir dans un village. Pour finir cette table ronde sur les épreuves, on avait envie de finir sur une note positive. On a vu des différents sujets plus ou moins inquiétants, mais de parler des syndics qui se spécialisent dans les copropriétés, qui sont en difficulté. Qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils vont sur cette voie-là? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, je vais juste rappeler qui on a interrogé, parce qu'il y a un petit biais. Donc, dans l'étude qu'on a fait en Ile-de-France, on était parti de la question de... Enfin, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de voir comment les syndics pouvaient être alliés à des enjeux de politique publique. Et on avait un panel avec des cabinets de syndics, on va dire, ordinaires, c'est-à-dire qui ne se distinguaient pas ou dont on ne connaissait pas, en tout cas, une implication particulière.
des syndics impliqués dans la rénovation énergétique et des syndics en effet identifiés parce qu'ils avaient suivi des formations, parce que par réseau, par identifié, comment ça s'appelle, mince, CalISR, pardon, voilà, trouver des syndics dont on connaissait leur engagement auprès de ces copropriétés. Donc ce qu'on voit, c'est des visions assez contrastées, puisque finalement on a des syndics très impliqués, et puis on a eu quand même quelques syndics qui se trouvent gérer des copropriétés en difficulté, mais dont ils n'avaient pas, par inadvertance, on va dire, dans leur portefeuille, et on a eu des discours assez différents. Donc si je m'en tiens vraiment à ceux qui s'engagent, parce que vous avez entendu ce qu'a dit Sylvaine, la question d'être syndic dans une copropriété en difficulté, c'est les épreuves du métier plus. C'est une activité particulièrement chronophage et énergivore. C'est une demande maximale de disponibilité pour gérer de nombreuses urgences. C'est la gestion de situations juridiques, techniques, financières à un très grand niveau de complexité. Des procédures administratives très lourdes, des travaux importants qui requièrent souvent beaucoup de temps de préparation amont et dont on ne sera rémunéré finalement de leur accompagnement qu'à la fin du process, si le process aboutit. C'est un temps de pédagogie particulièrement important avec des copropriétaires qui peuvent être plus loin que dans d'autres contextes des règles de la copropriété, des modalités d'accès à des financements. C'est des conflits qui peuvent atteindre des dimensions importantes. Bref, donc pourquoi est-ce que certains continuent à s'engager, et qui est-ce qu'on a rencontré qui s'engageait? Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un profil particulier de cabinet, puisqu'on a rencontré des cabinets très diversifiés, à la fois des cabinets indépendants et des agences de groupe, des cabinets de taille très variés. On a rencontré plusieurs configurations d'organisation, des cabinets, alors plutôt ceux qui sont dans la partie, on va dire, cabinet ordinaire, où la gestion des copropriétés en difficulté est minoritaire, est arrivée sans une volonté spécifique de s'orienter vers elle, mais qui se retrouvent à devoir s'organiser avec ça. Et à l'inverse, des cabinets qui ont une démarche de développement vers ce type de copropriété. Et il y a deux cas de figure. Ça peut être des gestionnaires spécialisés au sein d'une équipe qui, elle, n'est pas particulièrement dédiée, mais du coup, ils font le choix de libérer du temps sur ces gestionnaires à qui on confie un nombre de lots en moyenne un peu moindre pour leur libérer plus de temps de présence dans les copropriétés. Ça remet un peu en cause le trinôme de gestion aussi. C'est des agences qui vont avoir un service de gestion du contentieux qui va être renforcé. Et donc on est moins un trinôme de gestion, mais plutôt, je ne sais pas quel est le mot pour 4 têtes, mais un quadrinôme de gestion pour libérer le gestionnaire qui doit s'occuper de toute la partie humaine, éventuellement technique, de la partie juridique de traitement du contentieux. Et puis une certaine spécialisation dans la manière d'aller vers le recouvrement, parce qu'ils nous ont beaucoup parlé du savoir-faire du recouvrement, si j'essaye de reproduire ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être assez ferme, mais en même temps, il ne faut pas décourager la copropriété. Donc, il y a un savoir-faire d'aller au bon rythme, au bon moment, pour ne pas créer des situations, aggraver la situation par de mauvaises façons de se prendre au recouvrement. Et puis après, on a rencontré des cabinets qui étaient complètement dédiés à la gestion de ces copropriétés, avec des profils de gestionnaires très spécialisés, souvent en lien avec une histoire personnelle spécifique. Ça peut être des professionnels de l'action publique ou du travail social qui se sont reconvertis dans la gestion de copropriété, ou alors à partir d'une première expérience de copropriété dégradée dans laquelle ils ont découvert une façon autre de faire le métier et qui les a donné envie de continuer dans cette dimension. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit de leur motivation ? Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant pour dire voilà pourquoi je continue à m'engager et pourquoi je trouve que c'est important et c'est intéressant pour moi gestionnaire de travailler dans ce contexte? C'est d'abord qu'ils y retrouvent la valorisation de savoir-faire pointu, technique, comptable. Ils retrouvent la fonction de syndic sachant. Les situations sont particulièrement complexes, particulièrement longues à démêler, et du coup ils retrouvent le rôle d'expert et de conseil que Sylvaine expliquait. Ils peuvent perdre dans des copropriétés, on va dire, plus ordinaires, où il y a des copropriétaires qui ont l'impression qu'ils pourraient presque faire le travail eux-mêmes et qui n'ont pas une complexité à gérer importante. Là, vraiment, le syndic redevient sachant. Pour certains, ils nous ont parlé de la fierté, du goût d'affronter des dossiers complexes, en disant que c'était un peu l'acmé de leur métier de se confronter à la complexité et qu'ils y trouvaient la preuve de leur hyper haute compétence comptable ou technique ou juridique. Il y a aussi la relation avec les copropriétaires, parce qu'on parle du conflit, on parle de la difficulté, mais en fait, certains ont vraiment mis en avant le fait que c'était des relations de proximité dans la longue durée, avec de nombreux témoignages de reconnaissance quand ils arrivent à améliorer la situation de la copropriété. Une autre des raisons qu'ils nous ont données, c'est que finalement, il y a une grande satisfaction quand ça marche,
à accompagner le redressement d'une copropriété et à voir vraiment les effets de ce qu'on lui apporte. Pour certains, c'était tout simplement une quête de sens, de valorisation d'un engagement social. Et puis, ils ont aussi, mais Francesca a commencé à le dire, trouvé un espace de coopération un peu inhabituel avec les collectivités locales, des relations à construire, l'intérêt de travailler avec des opérateurs qui les déchargent en partie de certaines parts des tâches et avec lesquelles ils trouvent des synergies qui les intéressent. Alors, on ne peut pas dire que ces syndics-là soient représentatifs de la profession, puisque dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a souvent eu un débat, est-ce que être syndic de copropriété dégradée, c'est un métier différent ou le même métier en plus intense? Et on a eu des réponses assez différentes. Pour ceux qui ne sont pas impliqués, il y a l'idée que quand même c'est un métier différent, des façons de penser la rémunération de cette fonction très différentes entre ceux qui disent bah oui, je dois faire payer plus cher parce que vraiment c'est beaucoup plus de temps, et au contraire des syndics impliqués qui disent je ne peux pas faire payer plus cher, je vais aggraver la situation. Donc on n'a pas, il n'y a pas un discours homogène de la profession à ce propos. Et par contre, il y a une chose qui nous a posé question, enfin, en tout cas en rencontrant ces syndics particulièrement impliqués, on s'est dit qu'il y avait quand même, par rapport à la question du syndic d'intérêt collectif, ça nous pose question parce que, comme le rappelait Sylvaine, c'est un continuum, la copropriété, et il ne s'agirait pas qu'il y ait un segment complètement spécialisé de syndics, parce qu'on a presque besoin, je vais être un peu paradoxale, mais on a presque besoin de l'exemple des copropriétés dégradées dans la tête de tous les syndics pour avoir la formation de tout ce qu'il faut faire pour prévenir ces dégradations. Donc il y a un questionnement vraiment sur c'est quoi l'organisation idéale. Est-ce qu'il faut un syndic généraliste voilà, c'est une vraie question sur quelle est la segmentation idéale pour prendre en charge ce type de parc. La segmentation de la profession. Si tu veux compléter. Merci beaucoup. Pour tout, voilà, donc les épreuves des copropriétés vues sous de très nombreux angles. Jonathan, tu as suivi le programme tout du long avec voilà, une vraie attention de l'ANA à adapter ses politiques au fur et à mesure qu'on sortait différents résultats. Voilà, la parole est à toi en réaction sur ces multiples épreuves. Ça marche déjà. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à remercier quand même Eva et ses équipes du PICA d'avoir organisé cette journée qui a été très riche, je trouve, et qui a suivi beaucoup d'échanges. Et je tenais aussi à souligner la qualité de différents intervenants et intervenantes, notamment sur tous ces programmes de recherche qui s'avèrent être extrêmement riches et extrêmement, en tout cas, qui nous permettent, nous, d'alimenter nos réflexions à l'ANA. Donc on a vraiment à cœur de pouvoir contribuer et participer à ce type de programme de recherche. Je pense que ce qui a été aussi très révélateur, il y a beaucoup de termes que j'ai entendus tout le long de la journée, mais dans le cas de suivi de ce programme de recherche, c'est le terme de prévention. Et ce qui est assez intéressant, on en parlait tout le long de la journée, c'est de voir à quel point on a un objet qui est privé, qui cristallise autant d'enjeux publics et sociétaux. Donc c'est quand même très révélateur de ce type de programme, et aussi de se poser un peu la question finale de comment on fait face finalement à toutes ces épreuves et d'apporter de la connaissance. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même de la littérature sur les copropriétés en difficulté, sur les ensembles immobiliers un peu complexes. Et on se rend compte que là, aujourd'hui, avec tous ces programmes de recherche, on touche un peu à ce que vous appelez, vous, des copropriétés ordinaires, qu'on va plutôt appeler, nous, copropriétés saines ou en voie de fragilisation à l'ANA, pour être plus opérationnel sur le sujet. Et en fait, on se rend compte qu'on tisse un petit bout en fait, de ce débat, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à alimenter sur le sujet. J'essaie de synthétiser un peu tout ce qui s'est dit et de reprendre un peu les différents termes que je trouve et les propos qui ont pu être dits aujourd'hui, qui sont extrêmement intéressants. Il y a un sujet que je trouve très pertinent, le premier cas, les nouvelles constructions, ce qui est assez pertinente. On a parlé beaucoup d'ASL, de situations complexes dans tout ce qui est programme neuf. Ce qui est assez parlant, c'est que nous, à l'ANA, pour avoir traité des situations complexes, on a plutôt tendance à simplifier la gouvernance des copropriétés, à essayer de faire moins complexe en termes d'organes décisionnels. Et on se rend compte que finalement, dans les nouvelles constructions, on se retrouve à peut-être avoir des copropriétés plus petite taille. On n'a plus des mastodontes de 200, 300, 500 logements. On a des copros de 40 logements. Par contre, on se retrouve avec des organes de décision plus complexes que les uns que les autres. On peut quand même se poser la question de que vont devenir ces copropriétés dans 15 ou 20 ans. Mais je ne vais pas trop oui, un discours récurrent que j'entends chez les spécialistes des copros dégradés, c'est que on est sûr d'avoir de l'emploi pour encore quelques dizaines d'années. C'est un peu ça.
Mais en tout cas, ce qui est aussi important, c'est de voir aussi tout l'écosystème qu'on a autour. On le voit par le biais aussi du rôle des différents acteurs. On se rend compte que la courterie, c'est un peu une mini-démocratie. On a quand même beaucoup d'acteurs qui sont autour de la table. Et c'est quand même important de les convier. Parce qu'on se rend compte que si on ne discute pas entre nous, on ne va jamais faire avancer entre guillemets la cause. Je pense en plus à beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je pense à nos opérateurs historiques. Je pense à d'autres associations, que ce soit du juridique ou même qui accompagnent ces copropriétés pour se mettre un peu en ordre de bataille et prendre conscience que c'est des copropriétés et de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Je pense aux syndics et aux fédérations qui sont un acteur quand même clé et important, et on l'a pu souligner dans toutes ces lignes, que ce soit un syndic bénévole, coopératif ou même professionnel, qui font face en fait à beaucoup d'évolutions de la copropriété. On ne se rend pas compte de toute l'évolution. C'est drôle, on parlait du réglementaire tout à l'heure. On se rend compte que, je disais 3, mais en fait 4 fois, en 10 ans, on a changé 4 fois les majorités de vote en copropriété pour les votes des travaux. Donc on peut quand même se poser aussi certaines questions sur comment on veut faire avancer les choses. Je vois que ça suscite des débats là-dessus. Mais en tout cas, voilà, si on devait synthétiser, je pense que c'est aussi très important de remettre en lumière un peu tous ces différents programmes. Mais en tout cas, on souhaite et on a cette volonté de continuer à contribuer à ce type de programme, parce que ça enrichit réellement nos actions au quotidien. Et je pense que c'est important d'avoir un peu tout ce monde autour de la table pour pouvoir échanger et aussi faire avancer les différentes thématiques, qui est la copropriété, qui va continuer, qui est un enjeu, qui est un enjeu hier, qui est encore un enjeu aujourd'hui, qui sera encore un enjeu demain. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir tout ce beau monde pour alimenter et trouver des solutions aussi pour avancer sur le sujet. Oui, dans les sujets concrets, il y a eu l'expérimentation MaPrimeRénov' petite copropriété qui est sortie sur lequel vous êtes basé notamment sur le travail de thèse pour réfléchir à comment faire quelque chose qui pouvait un peu coller avec donc le premier ouvrage où on décrivait des copros très loin du droit. Je me souviens que vous avez aussi réagi plusieurs fois sur ces questions d'immatriculation et de syndic bénévole, que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'il y a 2 petits sujets. Déjà, l'expérimentation des petites copropriétés, pour revenir un peu dessus, c'est porté par ma collègue Coralie Marchand, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais du coup, oui, nous on a quand même à cœur aussi d'agir sur ces petites copropriétés qui cristallisent d'autres enjeux. En fait, c'est au-delà juste de l'enjeu, je dirais, de financier que l'ANA apporte pour financer ses travaux. C'est aussi de se questionner sur la gouvernance. Et je trouve que c'est là où ça va être intéressant. On a beaucoup parlé de gouvernance. C'est que je pense que dans les petites copropriétés, il faut avant tout essayer de remettre un peu de lien. On parlait tout à l'heure d'immatriculation. Je pense qu'effectivement, l'immatriculation, c'est déjà un premier pas pour que la copropriété soit visible. Mais effectivement, une copropriété qui est immatriculée, ce n'est pas forcément une copropriété qui va bien ou que tout se passe bien. Pour le vivre au quotidien, je pense qu'il y a des copropriétés qui ne se mettent pas tout le temps à jour. Je comprends les difficultés sur la plateforme et j'engage à nous solliciter s'il faut faire évoluer un peu les choses. En tout cas, nous, on a à cœur de faire évoluer ça et de former surtout beaucoup d'acteurs relais pour aussi prendre en charge. On sait que c'est pas du tout simple et c'est un peu ce qui est complexe aussi pour les syndics bénévoles. Enfin, faut se le dire, aujourd'hui on impose entre guillemets un cadre aussi complexe que les syndics professionnels qui sont rémunérés, qui ont des formations régulières par rapport à un syndic bénévole qui lui n'a pas tous ces outils mis à disposition. Donc forcément il y a je dirais une rénovation ou même une organisation à 2 vitesses au sein de la copropriété qui ne facilite pas le travail au sein des copropriétés. Merci beaucoup. La parole est à la salle. J'ai vu des bruissements au moment de la présentation du schéma de Sonia, des réactions quand on a parlé des épreuves des syndics. Oui, bonjour à tous. René Bresson, j'interviens beaucoup en fait un peu partout sur le traitement de copropriétés complexes en grande difficulté. Et je dois dire que le schéma qui nous a été présenté, j'ai eu l'occasion de le rencontrer très souvent, c'est-à-dire que les aménageurs qui développent des poupées russes de systèmes de gestion, au motif que, bien sûr, on doit à la fois intégrer de la mixité fonctionnelle, de la mixité sociale, qu'on ne veut pas traiter correctement les questions de domanialité publique et privée, etc., arrive à ce type de solution. Et j'ai déjà été appelé à plusieurs reprises à intervenir sur des copropriétés qui n'avaient que 2 ans, dans des organisations de ce type, sur lesquelles
on était déjà avec des niveaux d'impayés catastrophiques parce que les gens, ne comprenant rien, ne payaient pas les charges. Vous voyez ? Et c'est malheureusement un phénomène courant. Donc je voudrais rappeler un principe extrêmement simple à tout le monde, que j'avais rappelé déjà quand on a travaillé sur Grigny 2 à la scission, c'est le principe KISS, K-I-2-S, Keep it stupid and simple. Hein ? Et si tout le monde avait ça en tête quand on fait de l'urbanisme et des projets urbains, on aurait peut-être beaucoup moins de problèmes. Merci. Bonjour, Laurence Dubin, Pouget Consultant. Avant d'être chez Pouget Consultant, j'étais responsable de l'habitat à la ville de Cergy, ex-ville nouvelle. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc un élu dédié aux copropriétés. Et ça fonctionne évidemment beaucoup mieux. Donc deux petites, enfin plutôt des remarques ou du vécu. Par rapport à ce que disait monsieur, nous c'était 100% des copropriétés neuves qui sortaient, qui avaient des malfaçons et une vie qui commençait très mal, 100%. Et puis par rapport évidemment aux ASL à FUL, alors merci, le terme poupée russe, c'était exactement celui que je voulais employer, merci. Donc nous on a vécu juste un enfer, mais quand je parle d'enfer sur Terre, c'est-à-dire que toutes ces petites venelles, tous ces escaliers qui descendent dans les garages, etc., se dégradent et on ne sait plus à qui ils appartiennent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se dégradent, donc personne ne les entretient. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les copropriétés, les ASL surtout, veulent que ce soit rétrocédé à la commune. Donc, comme toutes les villes nouvelles, ex-villes nouvelles, de France ont été à peu près bâties sur ce schéma-là, je ne comprends absolument pas pourquoi on continue alors qu'on sait exactement que ça ne fonctionne pas. Mais c'est sûr et certain. C'est-à-dire que vous vivrez des enfers dans 20 ans et vous aurez du boulot, bien sûr, sans problème. Donc, poupée russe. Alors oui, et puis je pourrais rajouter, si en plus on a une division en volume, alors là, je vous en parle même pas. Donc division foncière en volume. Et par rapport au déni tout à l'heure, alors là, c'est nos enquêtes en ce moment, là, dans le cadre des DTG parisiens, on pose cette question aux gens. Voilà, êtes-vous favorable à un éventuel projet de rénovation de travaux ? Et puis on leur propose un certain nombre voilà, comme une espèce de QCM. Et on dit, voilà, non, je pense que le projet n'est pas intéressant parce que la copropriété est en bon état. Et effectivement, on a à chaque fois des gens qui disent que la copropriété est en bon état. Effectivement, ils considèrent que leur logement est propre, sans doute isolé, etc. Et tout va bien. Et puis après, on propose des scénarios de travaux qui vont jusqu'à 1 million, 1,5 million de travaux. Et sur des choses basiques. Je ne parle pas du superflu ou de l'esthétique. Je parle vraiment voilà, du basique. Donc oui, j'abonde juste dans ce sens. Voilà. C'est le témoignage. Olivier Safar, je suis président de CaliSR et à l'UNIS, bien évidemment, chargé de la copropriété, mais surtout 2 points. La vision de l'ASL et des ASL superposés sont des choses qu'on connaît depuis plus de 25 ans. Qu'on les connaisse, c'est aucun doute. Que l'on sache qu'on va se retrouver avec du volume à l'intérieur, une copropriété d'habitation, une copropriété tertiaire, parce que c'est déjà le cas, un bâtiment tertiaire qui appartient à on va dire un assureur, et de l'autre côté un collège ou un lycée avec un problème de domanialité. Je ne parle même pas de la crèche était une crèche privée, donc j'étais très tranquille, ce n'était pas la mairie. Derrière, on s'est retrouvé avec une superposition de 6 ASL. Je ne dis pas 3, je dis 6. Et à chaque fois, il a fallu intervenir pour faire la rétrocession des voies. D'abord, ça a été le plus facile parce que la mairie a très bien compris. Ensuite, effectivement, des passages entre ASL, parce que comme d'habitude, on avait du volume et avec des passerelles qui avaient été créées entre 2 volumes alors que la voie était en dessous et bien évidemment, personne ne savait à qui était la passerelle et dans quel volume elle était, bien évidemment. Et il a fallu 20 ans, et je dis bien 20 ans, pour arriver à faire, 1, les rétrocessions, 2, savoir à qui on remettait tel point, et ensuite faire la dissolution des différentes ASL. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire la dissolution de l'ASL principale tant que je n'avais pas fait la dissolution des ASL qui étaient en dessous, qu'on avait appelé secondaires, pour que je puisse effectivement faire les choses. Et je rappelle que quand vous avez voté la dissolution d'une ASL, le délai
qu'il faut attendre, c'est 5 ans. Donc vous imaginez que quand j'ai 4 niveaux, je suis à 20 ans. Pourquoi vous dire 20 ans? Parce que bien évidemment, la première, on est allé tout de suite pour faire les choses. On a fait la première dissolution. Et il a fallu attendre 5 ans pour faire celle du dessus, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier point, je le rappelle. Et je le rappelle à tous ceux qui veulent nous faire des aménagements de ce type-là. Évitez ces problèmes-là. Évitez de nous mettre les immeubles dans le mur. Là, on a de la chance. Les copropriétés d'habitation étaient sur une partie qui était de l'autre côté de la SL. On a pu tout de suite les identifier et tout de suite les mettre de côté. Mais je ne vous cache pas que la gestion avec le collège a été une galère. Pourquoi? Parce que bien évidemment, le département, pour lui, niette. Ce n'était pas la mairie. Et la mairie disait, pas moi, département. Donc vous avez bien compris, difficulté de à qui je rétrocède la voie pour accéder, et ensuite la partie des éclairages qui se trouvait sur la partie amenant au collège. Premier point. Deuxième point, plus on avance, plus on complique les choses. On a demandé de nombreuses fois des lois de simplification et des lois pour permettre effectivement de travailler plus facilement, de mettre en avant effectivement le métier de syndic de copropriété en difficulté ou de syndic d'intérêt collectif, puisque la loi du 9 avril 2024 d'habitat dégradé l'a créé, le décret est sorti aujourd'hui. Nous avons déjà à peu près 4 ou 5 syndics qui se sont déclarés syndics d'intérêt collectif. Les suivants vont venir durant le mois de juillet, et ça, c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que ça met en avant, les compétences de ces syndics qui ont l'habitude de gérer des copropriétés fragiles ou des copropriétés en difficulté. 2, ça les met en valorisation. Pourquoi? Parce qu'on va dire c'est un niveau au-dessus de compétences, de connaissances, mais aussi d'envie de gérer ces copropriétés. Et je reviens sur ce principe-là, c'est que pour ceux qui gèrent ces copropriétés qui sont en difficulté ou qui sont fragilisées, c'est une façon de se valoriser eux-mêmes et de dire moi j'ai une capacité et je suis effectivement en relation plus proche avec mes copropriétaires, mais aussi avec ma collectivité territoriale, que ce soit la mairie, le département, voire la région, pour faire sortir ces copropriétés de les difficultés. Mais le problème, ça ne se fait pas en 1 an, ni 5 ans. Et en moyenne, c'est entre 10 et 20 ans. Et c'est là où je voudrais revenir, c'est le temps long de l'immeuble. Il faut comprendre, nous sommes dans l'immobilier. Comprendre ou croire que l'on peut tout faire en 2 ans ou 3 ans, c'est se tromper. Ces copropriétés-là, quand on les crée et quand elles sont avec des ASL et différents niveaux, on est parti pour 15 à 20 ans pour régler les choses quand on peut y arriver. Et encore, pas sûr. Donc c'est quand même un point important. Je tiens moi, en tout cas, à dire qu'on a besoin de volontaires syndics pour ceux qui veulent, pour venir sur ces parties-là, sur ces immeubles qui ont besoin effectivement de compétences, de connaissances et d'envie de les gérer pour les sortir de l'ornière. Merci beaucoup. Alors, une question qui, je pense, dont on va pouvoir dire qu'elle elle annonce bien la conclusion, qui est de savoir, donc une question de David Pérez, urbaniste, si on vise l'efficacité du redressement, vaut-il mieux un syndic totalement spécialisé ou vaut-il mieux panacher au sein du cabinet pour respirer et s'inspirer de ce qui marche dans les copropriétés sans histoire? Qui veut répondre en parlant de, on va dire, la rémunération du syndic, qui est une difficulté là-dessus, mais je laisse répondre. J'allais aller sur cette dimension, c'est qu'il y a la question de la diversification des portefeuilles qui a quand même été, je ne l'ai pas dit dans ma présentation parce que j'étais sur les syndics impliqués qui ont envie d'y aller, mais ceux dans les syndics ordinaires, enfin en tout cas qui ne se prétendent pas spécialisés dans ce type de copropriété, il y a vraiment la question de, ils ne peuvent pas en absorber tant que ça, parce que c'est des copropriétés qui vont vraiment venir prendre sur leurs ressources de temps, d'énergie, donc il y a... C'est la question du modèle économique de ce type de copro. Et moi, j'ai une vraie question, mais je l'ai ouvert un peu en ouverture, je n'ai pas la réponse. Mais comme on voit que c'est un continuum de situations, peut-être qu'il y a des situations extrêmement plantées qui méritent des professionnels aguerris et spécialisés. Mais j'ai une vraie question sur la nécessité d'un continuum de regard de la copropriété saine à la copropriété dégradée. Il ne s'agirait pas qu'il y ait des syndics qui s'excluent complètement des difficultés de la copropriété, qui ne se forment pas sur ces difficultés, parce que parfois les prévenir c'est mieux, quoi. Oui, c'est un peu le problème qu'on a aussi avec les administrateurs judiciaires qui justement cantonnent les copropriétés en difficulté à un système qui serait hors du droit commun
et qui n'est pas forcément vertueux. Moi, là où je voulais, quelque chose que je voulais souligner dans nos interviews, ce que montrent les témoignages des syndics engagés dans les copropriétés en difficulté, c'est que c'est vraiment une affaire de personnes, c'est-à-dire que c'est vraiment une affaire de gestionnaire et pas de cabinet. Et donc, c'est vrai qu'à travers Calia SR, notamment, il y a eu déjà cette idée de qualifier des syndics pour le redressement et non pas, du coup, juste des administrateurs judiciaires. Donc, vraiment, faire reconnaître cette importance du syndic dans le redressement. Mais c'est vrai que, du coup, les tentatives actuelles étaient plus sur la qualification des cabinets. Or, est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, qualifier davantage les gestionnaires? Parce que nous, on a eu des exemples de cabinets qu'on voulait interroger comme étant signalés comme étant engagés, et la gestionnaire passionnée est partie en congé maternité, et le cabinet a perdu cette compétence, en fait. Et par ailleurs, il y avait donc des cabinets engagés et spécialisés, mais qui étaient portés par des gérants engagés sur cette question-là. Et à ce moment-là, j'ai perdu mon idée. Ah oui, voilà. Non, ça ne les intéressait pas forcément d'être qualifiés ou d'être étiquetés syndics spécialisés et de passer par des processus de reconnaissance, parce qu'ils avaient une reconnaissance locale directement avec les collectivités, et ils étaient ancrés sur un territoire. Donc voilà, ça pose plein de questions, cette catégorie de syndic d'intérêt collectif, en effet. Pour compléter, par contre, c'est vrai que au mieux un syndic d'intérêt collectif que par rapport à l'administration judiciaire, au moins ça maintient la copropriété dans une forme de gestion ordinaire, et ça désapproprie pas le conseil syndical et les copropriétaires, même s'ils se testent en Île-de-France des politiques qui font complètement l'inverse, qui décident de parier complètement sur les administrateurs de biens, mais ça pose quand même la question de maintenir une gestion ordinaire, quoi. J'ai autre chose à dire aussi, c'est que ces syndics engagés, ils apparaissaient quand même extrêmement isolés. Alors, ils avaient des liens locaux avec des opérateurs, avec les collectivités, mais au sein du groupe professionnel des syndics, ils apparaissaient assez isolés. Et donc, je pense qu'il y a des choses à faire aussi moins formelles peut-être que de la reconnaissance ou de la certification, en termes d'échange de pratiques, de consolidation de groupes, d'ateliers, voilà, pour aussi capitaliser les expériences qu'ils font aussi et les savoir-faire qu'ils construisent aussi beaucoup dans leur coin. C'est une question qu'on m'a posée. Donc moi, j'enseigne au master droit de la copropriété à Toulouse sur donc la sociologie de la copropriété. On a un cours sur les copros dégradés, et les étudiants m'ont demandé à la fin: mais madame, pourquoi n'existe-t-il pas une ANGC spécialisée sur les syndics en difficulté? Voilà, ce sur quoi je leur ai répondu que dans 10 ans, ils seraient chargés de la faire. Je vous propose de clore cette table ronde. Un grand